Alors, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va commencer. Je suis Guillaume Artous-Bouvet, je suis directeur de programme au Collège international de philosophie. Je suis également enseignant en classe préparatoire et je suis très heureux de vous accueillir tous et toutes donc au nom de la Cité des sciences et de l'industrie et du Collège international de philosophie pour une triple conférence consacrée à l'animal et plus particulièrement destinée cette année donc aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce. Alors cette séance va être retransmise en direct sur YouTube et je salue donc celles et ceux qui nous suivent sur la chaîne de la Cité des Sciences. Alors on va avoir le plaisir d'entendre Éric Baratet, Fabienne Delfour et Florence Burgard pour 3 exposés d'environ 15 minutes chacun qui, vous le verrez, abordent la question de l'animal sous des angles très différents. Je vous donne quelques consignes pratiques pour le bon déroulé de la conférence. Alors pour ceux qui sont et celles qui sont sur Zoom, nous vous demandons de conserver dans la mesure du possible votre micro et votre caméra éteints jusqu'au terme des exposés. Et à la fin des 3 présentations, nous aurons un temps de questions et vous pourrez donc interroger directement les conférenciers. Et je vous préciserai les modalités de ce temps de questions après les 3 conférences. Alors, on va commencer par écouter l'exposé d'Éric Baratet. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Donc Éric Baratet est historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Jean Moulin à Lyon, et c'est un spécialiste de l'histoire des relations entre les hommes et les animaux, notamment à l'époque moderne. Il a publié de nombreux ouvrages, dont notamment Le point de vue animal, une autre version de l'histoire qui est parue aux éditions du Seuil en 2012. Et il cherche à fonder, à travers ses travaux, ce qu'on peut appeler peut-être une éthologie historique qui situe l'animal donc comme un sujet dans l'histoire. Voilà, Éric, c'est à vous. Merci. Alors, je vais tout de suite partager mon écran pour pouvoir commencer. Voilà, j'espère que tout va bien. Là, je fais des bêtises. Bon. Alors, je vais intervenir sur la question de la représentation du monde des animaux. Pour bien interroger les animaux, il faut une condition, c'est qu'il faut bien se représenter le monde des vivants. Alors, depuis 2500 ans à peu près, depuis les philosophes grecs, nous vivons sur une vision du monde animal, y compris l'homme, une vision pyramidale. Ça a été, quelqu'un comme Aristote a commencé à en parler, puis ça a été repris par les pères de l'Église, par le christianisme, par une version du christianisme qui est devenue la version majoritaire. Et puis de là, ça a totalement imbibé la philosophie et la science occidentale jusqu'à il y a peu, jusqu'au XXe siècle. Alors dans cette vision des vivants, des animaux, eh bien, c'est une vision pyramidale qui place l'homme au sommet. Vous voyez, je ne sais pas si ma flèche est apparente. L'homme est tout en haut. Et puis, les catégories d'animaux descendent petit à petit. Et on irait comme cela de l'homme qui est pensé comme ayant les capacités les plus abouties, les capacités quasiment absolues. Et on descendrait ainsi à des catégories qui, au contraire, seraient plus nombreuses, évidemment, que l'homme qui n'est qu'une espèce, mais aurait des capacités de plus en plus rudimentaires jusqu'à descendre au niveau des vers, des mollusques, des insectes, que l'on pense évidemment sans guère de capacité, que l'on voit un peu comme des machines biologiques. Alors, dans cette vision, évidemment, se pensant au sommet et pensant avoir les capacités absolues, les meilleures capacités, lorsque l'homme a voulu interroger les animaux, se demander qui ils étaient et en effet retour qui il était lui-même, eh bien, nous avons, les humains, nous avons défini les concepts en fonction de l'humain. Par exemple, l'intelligence, le langage. Pour se demander si les autres animaux étaient intelligents, eh bien, nous avons fait une définition de l'intelligence.
où nous avons fait une définition du langage. Et en fait, ces définitions, lorsqu'on les regarde, eh bien, ce sont toujours des définitions humaines. La définition a été construite par rapport à l'humain pensé au sommet de la pyramide, incarnant la meilleure définition, la meilleure déclinaison de cette capacité. Et donc, évidemment, lorsqu'on fait ça, en fait, on confond la définition humaine, par exemple, de l'intelligence avec la définition générale de l'intelligence. Eh bien, si on adopte une définition humaine, évidemment, lorsqu'on descend et qu'on va voir les mammifères, les oiseaux, les reptiles, eh bien, la réponse, elle est automatique. Non, il n'y a pas d'intelligence ou des intelligences très dégradées chez les animaux. Et on peut faire pareil pour le langage, hein. Et ça a été fait jusqu'à peu de nos jours. Dans les années 1960, un linguiste comme Émile Benveniste définit le langage pour s'opposer à ce qu'on l'emploie pour les animaux. Quand on regarde sa définition du langage, ben c'est la définition humaine du langage. Hein, en réalité, il confond définition générale et définition humaine. Et évidemment, après, il répond qu'il n'y a pas de langage chez les animaux. Alors, c'est une vision qui s'est maintenue très longtemps, jusqu'à nos jours. Et curieusement, l'évolutionnisme à partir de Darwin n'a pas bouleversé cette affaire. Je vous ai mis là l'arbre généalogique de l'homme, c'est dans un ouvrage d'Haeckel, qui est un disciple de Darwin et qui a fait beaucoup pour adopter l'adoption de Darwin en Europe dans les années 1880-90. Et bien, vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme la pyramide, il lui ajoute un facteur temps. Hein, la pyramide se développe dans le temps en direction de l'homme. Vous voyez, les hommes sont tout en haut. Hein, et finalement, les espèces animales sont vues comme des espèces qui ont préparé l'avènement de l'homme. Alors ça, c'est une image qui est encore très forte chez les scientifiques actuellement, qui, lorsqu'ils se mettent à parler de langage, etc., de telle ou telle capacité, vont avoir très facilement tendance à dire que chez les animaux, nous avons une proto-capacité ou des proto-cultures, un proto-langage, etc., qui a servi à préparer l'aboutissement humain. Et ce qui fait que, donc, jusqu'à peu, nous avons pensé les animaux, en fait, en fonction de ce modèle humain. Hein, deux exemples. Ce petit que sais-je d'un philosophe, Jean-Claude Fillou, La psychologie des animaux, qui est paru dans les années 50 et qui a été très lu pendant une quarantaine d'années et qui a formé des générations de biologistes, par exemple. Eh bien, on voit très bien lorsqu'on le lit, il se demande s'il y a de l'émotion, de l'intelligence, du langage, tout ce que vous voulez chez les animaux. Il définit ses capacités, il les définit évidemment selon les humains. Et après, il se demande si on retrouve ces capacités d'une manière identique chez les animaux. Il répond évidemment non. Hein, on se demande presque à quoi ça sert d'avoir écrit un livre pour en arriver à cette réponse. Et deuxième exemple, c'est le test du miroir. Ce test du miroir a été mis en place à partir des années 70 pour tester l'idée qui a eu longtemps cours que les animaux n'avaient pas conscience d'eux-mêmes. Seuls les humains auraient cette conscience. Et donc, on a monté ce test du miroir. L'idée, c'était que on a commencé par des singes, on mettait des croix sur le visage de l'animal, on lui tendait un miroir, et s'il se reconnaissait, il devait essayer d'enlever cette marque. Hein, et donc là, c'était la preuve qu'il se voyait bien, il se reconnaissait lui en tant qu'individu dans ce miroir. En fait, il y a très peu d'espèces qui ont validé ce test. Oui, mais tout simplement parce que là encore, l'homme a fait une expérience, a monté une expérience en fonction de lui-même. C'est-à-dire que chez les humains, la capacité prioritaire, le sens prioritaire, c'est la vue. Hein, donc, on a monté une expérience où la vue est prépondérante. Alors que dans la plupart des espèces, ce n'est pas la vue qui est importante. C'est l'odorat, ou alors c'est l'ouïe,
Et donc, ce qu'il aurait fallu tendre aux espèces animales, c'est un miroir olfactif ou un miroir sonore, mais pas un miroir visuel. Pour beaucoup d'espèces, le visuel n'est pas aussi important que pour nous. Hein, donc vous voyez qu'on interroge, et encore jusqu'à même maintenant, on a beaucoup tendance à interroger les animaux en fonction du modèle humain. Hein, parce que ça vient de cette vision pyramidale qui nous a totalement enquistés, dans lesquelles nous sommes totalement imbibés. Et d'ailleurs, on ne s'en rend même pas compte, alors que cette vision pyramidale n'existe pas dans d'autres civilisations, chez les Japonais par exemple. Il n'y a pas cette volonté de hiérarchiser et de différencier qui vient essentiellement de cette cité grecque, de cette civilisation grecque antique, qu'on a tendance à dire inventrice de la démocratie, mais c'était avant tout une civilisation très inégalitaire, très ethnocentrique, où on faisait de très fortes différences entre hommes et femmes, citoyens, non-citoyens, libres, esclaves, grecs, barbares, et hommes et animaux. Et c'est dans cette vision très hiérarchisée des choses qu'on a forgé notre vision du monde animal. Et en fait, on se rend compte maintenant que pour bien interroger les animaux, il faut changer l'étalon du monde. Il faut sortir de cette vision anthropocentrique qui a été très avivée, par exemple, à l'époque de l'humanisme. Je vous ai mis ce dessin de Léonard de Vinci, donc montrant que l'homme est l'étalon du monde, dessin très célèbre. Et évidemment, ce dessin, il a largement, enfin, cette vision du monde, cette vision de l'homme a largement conditionné notre manière d'interroger les animaux. Et en fait, il faut abandonner cet étalon très anthropocentrique. Et lorsqu'on interroge une espèce, eh bien, il faut changer d'étalon. Il ne sert à rien de garder l'étalon humain. Si l'on interroge les chiens, eh bien, il faut prendre les chiens comme étalons de leur monde. Les chevaux, étalons de leur monde, etc., etc. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite gravure que j'aime bien, qui est très humoristique et qui vous montre là à quel point il faut totalement changer. Et cette nécessité de changer, elle est justifiée maintenant par une nouvelle représentation du monde que la science est en train de nous proposer. La vision pyramidale, elle n'avait jamais été vérifiée. C'était une construction philosophique puis théologique qui s'est imposée à tout le monde, elle n'a jamais été vérifiée. Là, il y a une autre proposition, une autre vision qui est en train de s'imposer, elle vient de la génétique. C'est le buissonnement, la représentation, non plus la pyramide, non plus l'arbre, parce que l'arbre finalement maintient cette vision d'un homme comme aboutissement du monde, mais beaucoup plus intéressante, c'est le buissonnement des vivants. Donc, comme je vous le disais, c'est la génétique qui est en train de proposer, et là d'une manière beaucoup plus prouvée que la vision pyramidale, de proposer donc cette vision. Vous voyez que les vivants partent au centre, vous avez le dernier ancêtre universel commun, et à partir de ce dernier ancêtre universel commun, les vivants, les types de vivants sont partis, se sont développés dans tous les sens. Et vous avez en rouge donc le développement qui amène à l'homme actuel. Alors vous voyez que ce schéma est très intéressant parce qu'il montre à quel point il faut nous changer notre vision du monde, changer notre étalon du monde pour interroger les animaux. Parce qu'il ne sert plus à rien dans ce schéma buissonnant, il ne sert plus à rien de définir l'intelligence selon l'humain pour aller interroger des espèces animales qui se retrouvent 3, 4, 10 branches ou plus loin. On voit bien que ça devient puéril. L'homme là n'est pas, il est sur une branche spécifique, originale. Il ne s'agit pas de contester le propre de l'homme, mais exactement comme il y a un propre du chien, un propre du cheval, un propre du chat, etc. Et interroger le chat ou le chien selon l'étalon humain,
ça devient évidemment totalement insuffisant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut désanthropiser notre vision du monde et puis désanthropiser aussi les concepts, les questions avec lesquelles on va interroger les animaux. Vous voyez bien qu'il ne sert à rien d'avoir comme définition de l'intelligence la définition humaine pour aller voir, ou la définition du langage, pour aller voir des branches, interroger des animaux sur d'autres branches. Il faut donc trouver des définitions beaucoup plus larges, et on commence à le faire, les éthologues commencent à le faire, sans souvent d'ailleurs réfléchir à ce changement de représentation. C'est très intéressant de voir comment quelqu'un comme Frans de Waal, qui a œuvré beaucoup, qui œuvre encore beaucoup pour donner beaucoup plus de complexité aux animaux, montrer qu'ils sont plus complexes que l'on ne voulait bien croire, eh bien Frans de Waal, on voit très bien ça de livre en livre. Dans ses premiers livres, il est totalement prisonnier par cette vision pyramidale qu'il juge tout à fait normale. Et il sent bien que ce qu'il découvre et que ce que ses collègues découvrent cadre de moins en moins. Et donc, alors, il essaye, livre après livre, de pousser les cloisons, mais ça ne marche pas bien. Et ce n'est que dans ses dernières productions, là, tout à fait récentes, qu'il a abandonné cette vision pyramidale pour une vision déhiérarchisée, buissonnante, beaucoup plus intéressante. Alors, ça permet de reconfigurer les choses. Par exemple, l'intelligence, on est arrivé, les éthologues sont arrivés à une définition beaucoup plus large et beaucoup plus intéressante que la définition humaine. L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter à un environnement changeant. Vous voyez, c'est une définition beaucoup plus large, qui n'est pas uniquement centrée sur l'humain. Et si on manie cette définition, eh bien évidemment, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'espèces qui, à leur manière, sont intelligentes, en déclinant l'intelligence d'une manière spécifique, originale, comme l'homme décline l'intelligence à sa manière. Et il ne faut évidemment pas confondre la déclinaison humaine de l'intelligence avec la définition de l'intelligence avec un grand I, qui serait la définition générale. Et on pourrait faire comme ça, comme beaucoup de concepts, on pourrait redéfinir la conscience, je l'ai marqué là, redéfinir le langage, etc., etc. Et avec un autre processus à faire ensuite, une fois qu'on a ces définitions larges qui permettent d'aller interroger les animaux qui sont sur les autres branches, eh bien ensuite, il faut spécifier ces définitions. Il faut évidemment voir comment chaque espèce conjugue cette définition à sa manière, comment le chien, avec son cadre physiologique, son monde propre, conjugue cette définition, comment le chat, le cheval le font, etc. Autrement dit, il faut s'intéresser à l'originalité de chaque espèce, à la richesse de chaque espèce, et non pas sans arrêt essayer de se demander qu'est-ce que l'homme a en plus, ou alors surtout, ce qu'on s'est longtemps demandé depuis au moins 2500 ans, depuis qu'on a des écrits en Occident, qu'est-ce que les animaux ont en moins? Ça, c'est une question qui nous taraude sans arrêt encore de nos jours, mais une question qui n'a pas beaucoup d'intérêt en réalité. C'est qu'est-ce que l'humain a de différent, comment il conjugue d'une manière originale, par exemple, l'intelligence, et comment le chien la conjugue d'une manière tout aussi originale, tout aussi intéressante et tout aussi riche. Et ça permet comme ça d'interroger les animaux d'une manière beaucoup plus apaisée, sans vouloir à tout prix leur enlever des capacités, et au contraire à essayer de s'interroger sur leur manière de faire dans le monde. Et alors ça peut aller plus loin, il faut aussi repenser des qualificatifs comme individu, personne, sujet. Et alors, ce qui est intéressant, c'est par exemple individu, personne, sujet. Jusqu'au XVIIe siècle, quand on regarde les dictionnaires, eh bien, les définitions étaient assez larges.
Hein, personne, un masque de théâtre, puis un rôle, sujet, chose ayant une nature propre. On a là des définitions très larges. Et puis à partir du XVIIe siècle, avec la révolution scientifique, le cartésianisme, eh bien, on voit très bien de dictionnaire en dictionnaire comment, entre XVIIe et XVIIIe siècle, on a centré ces définitions sur l'humain. Ce qui fait que maintenant, nous avons tendance à penser, après 3 siècles où l'on nous a enfoncé ça dans la tête, nous avons tendance à penser qu'individu, personne, sujet, ça ne concerne que les humains, et qu'il n'y a pas de sujet chez les animaux, pas de personne, pas d'individu, etc. Mais là, évidemment, si on véhicule la définition humaine de l'individu ou de la personne ou du sujet, ces définitions construites au XVIIe siècle, oui, évidemment, le chien n'est pas une personne si on manie la définition humaine de la personne. Et là aussi, on peut avoir des définitions plus larges. Je vous ai mis des propositions. Individu a des traits singuliers, personne a des conduites particulières, sujet a des préférences, des choix, des stratégies. Si on a ces définitions-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'espèces animales et beaucoup d'individus, beaucoup d'animal au sens singulier du terme, qui peuvent être considérés, qui se comportent comme des individus, des personnes, des sujets. Alors, pour terminer, vous allez me dire, ou vous pourriez dire, oui, mais ça, c'est très bien pour les mammifères, pour les animaux proches des hommes, mais pour les animaux, penser plus loin et en fait, dans la tête, penser plus bas et avec des capacités moindres, ça ne marche pas. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'en fait, tous les animaux jugés plus éloignés de nous, comme les insectes, etc., avant de répondre que pour eux, ça ne marche pas, et encore faudrait-il bien les étudier. Et quand on veut bien les étudier, on s'aperçoit qu'ils ont des capacités que l'on ne soupçonnait pas. Maintenant, les éthologues sont capables de montrer, par exemple, qu'il y a bien une individualité chez les bourdons. Les bourdons, par exemple, se reconnaissent manifestement entre eux, et les humains peuvent apprendre à les reconnaître de l'un à l'autre, par exemple par le bruit de leur vol. Ils ont tous un bruit singulier, particulier avec leurs ailes, et sans doute est-ce un moyen pour eux de se reconnaître entre eux. C'est évidemment quelque chose auquel nous n'avions pas pensé, donc je pense qu'avant de dire que tout ça convient bien pour les mammifères évolués, proches de nous, etc., il faut déjà, en élargissant nos questions, nos concepts, aller regarder tous les animaux d'une manière plus positive, moins réductrice, plus généreuse. Je vous remercie. Je pense que j'ai dû faire à peu près mes 15 minutes. Je ne sais pas, Guillaume. C'est parfait. C'est parfait. Le timing est parfait. Merci beaucoup, Éric Baratet, pour cet exposé absolument passionnant, qui montre comment l'homme a toujours pensé l'animal à partir de ses propres critères, de ses propres catégories, construisant une hiérarchie finalement qui détermine encore notre conception même de l'animal. J'étais aussi frappé par votre proposition de resituer l'humanité et sa relation à l'animal dans le buisson d'une vie générale, en acceptant donc d'envisager la singularité de chaque vivant, on pourrait dire le style même de chaque bourdon, ce qui est évidemment assez stimulant. Merci beaucoup pour votre exposé. Nous allons donc à présent entendre Fabienne Delfour, qui doit donc être ici. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors Fabienne Delfour est éthologue et chercheuse associée au laboratoire d'éthologie expérimentale et comparée de l'université Sorbonne Paris-Nord. Et elle est notamment l'auteure d'un livre qui s'intitule « Que pensent les dindes de Noël ?» qui est un ouvrage dans lequel elle propose de considérer les animaux comme des sujets, plutôt que comme des individus, et de tenter donc de s'intéresser à l'animal en première personne, pourrait-on dire, pour réinventer la possibilité d'un lien entre les hommes et les animaux. Et je vous laisse donc la parole, Fabienne. Merci. Donc, je vais essayer
de partager mon écran. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Donc oui, je vais essayer d'illustrer les propos d'Éric Baraté avec l'exemple des dauphins. Donc je suis éthologue, donc j'étudie le comportement des animaux et je m'intéresse particulièrement à la cognition animale qui va donc s'intéresser au processus que vont mettre en place les animaux pour récolter de l'information, la traiter, mais aussi la transmettre. Donc cette éthologie va s'intéresser ou se focaliser sur comment, à partir des états mentaux d'un animal, il va élaborer ses comportements. Donc les exemples sont assez nombreux. On va parler de coopération, on peut aussi voir des animaux qui vont tromper, mentir, manipuler les uns et les autres. On a des animaux aussi qui vont utiliser des outils. Donc ils vont mettre en place des stratégies dites intelligentes face à un problème auquel ils doivent faire face. Et pour reprendre les propos d'Éric Baraté, pendant très longtemps, cette éthologie cognitiviste, elle a été concentrée sur le sommet de cette pyramide et de manière assez naturelle, les éthologues ont d'abord interrogé des animaux qui pensaient intelligents. Donc, il y a eu vraiment un fort chimpocentrisme de cette éthologie cognitive. Donc, les premiers sujets dont il a été question ont été les grands singes et les singes. Et puis, il y a eu un pendant aquatique qui était les dauphins. Donc, ces animaux étaient pensés comme intelligents. Donc, on a recherché chez eux aussi ces capacités cognitives. Il y a un domaine en particulier où il est vraiment important de se soucier des comportements des animaux et des animaux en général, c'est le domaine du bien-être animal, puisqu'il est vraiment très, très important de bien connaître les animaux pour pouvoir après statuer sur leur état de bien-être. Alors, je vous ai mis une définition qui a été produite par l'ANSES en 2018, donc qui est assez récente. Et cette définition du bien-être, pour la première fois, non seulement englobait les aspects physiques, mais aussi les aspects mentaux des animaux. Donc, un animal, pour qu'il ait un bon état de bien-être, c'est un état qui est très transitoire, qui est subjectif. Non seulement il doit être en bonne santé, mais aussi il doit être en bonne santé mentale. Donc, on se retrouve comme pris dans cette pyramide, enfin dans ce triangle, sur lesquels on a d'un côté les comportements, donc on va avoir des indicateurs comportementaux, on va avoir des indicateurs aussi en termes de physiologie, ça peut être les fréquences cardiaques par exemple, et des indicateurs en termes de cognition. Ça, c'est très intéressant parce que cette définition, pour la première fois, prend en compte la perception de la situation que peuvent avoir les animaux. Donc, ça permet pour la première fois de s'interroger sur les capacités cognitives, mais aussi sur les émotions des animaux. Donc, on va se soucier vraiment des états affectifs des animaux. Donc, ce travail a été aussi mené chez les dauphins. Donc, je fais partie d'un groupe d'un comité sur le bien-être animal, un comité européen, et on a voulu créer un outil d'évaluation du bien-être des dauphins. Donc, on a appelé le Dolphin WET pour le Welfare Evaluation Tool. Cet outil regroupe à peu près 70 indicateurs. Donc, il y a des indicateurs physiologiques, il y a des indicateurs comportementaux et aussi cognitifs. Le premier critère qui est très important, c'est connaître la personnalité des animaux que l'on voit étudier ou suivre ou observer. Parce que c'est assez évident, si on a un individu qui est curieux, qui est extraverti, il va pas du tout voir le monde de la même manière qu'un individu qui est plutôt sur le retrait, qui est plutôt timide. Donc, la première chose à faire, c'est de construire ces personnalités animales. Ce qui en dit beaucoup sur cette approche actuelle, on parle plus d'espèces, on est au niveau vraiment de l'individu qui a des émotions, qui a une vie, qui a une biographie. On va s'intéresser à ça. Les dauphins, ce sont des animaux sociaux, donc un autre indicateur qui est vraiment très, très important, ce sont les nages qui sont sociales. Donc, on a des individus qui, lorsqu'ils pratiquent cette nage synchrone lente,
signifie qu'ils sont dans un bon état de bien-être. Ce qui est très, très important aussi chez les dauphins, c'est leur univers sonore. Ce ne sont pas du tout des animaux qui sont basés sur le visuel comme nous pouvons l'être. Ils ont construit un monde basé vraiment sur les productions sonores. Donc aujourd'hui, on est capable d'associer des vocalises à des états affectifs. On peut déterminer certaines vocalises qui sont vraiment produites dans des contextes émotionnels particuliers. Et sur le plan de la cognition, on a aujourd'hui la possibilité de savoir si les animaux voient le verre à moitié vide ou à moitié plein. On appelle cela les biais cognitifs, puisque les états émotionnels vont colorer de manière différente les situations auxquelles on va être soumise. Donc, on peut mettre en place des protocoles expérimentaux qui vont vraiment tester si on a affaire à des individus optimistes ou pessimistes. Ces tests ont été appliqués chez des dauphins, chez des rats, chez des singes, mais aussi chez des abeilles. Donc, ça montre aussi maintenant la curiosité qu'on a, non seulement vers ces espèces dites intelligentes, mais aussi vers d'autres espèces. On s'intéresse aussi à la latéralité comportementale, parce que nos hémisphères cérébraux et les hémisphères cérébraux des mammifères en général ne traitent pas l'information de la même manière. Donc, l'hémisphère droit va plutôt traiter des informations négatives et l'hémisphère gauche des informations plutôt positives. Donc, en fonction de la latéralité du comportemental, on va savoir si l'animal perçoit la situation plutôt de manière agréable ou plutôt de manière désagréable. Et enfin, on peut mettre aussi en place des tests qui permettent d'évaluer si l'animal est d'accord ou pas d'accord, motivé ou pas motivé pour participer à ce que vous lui proposez. Donc, on a des petits indicateurs aujourd'hui qui nous permettent de vraiment essayer d'établir le statut de bien-être des dauphins ici en particulier. La première chose dont il faut vraiment la première chose qu'il faut considérer, c'est la familiarité des individus avec les animaux. Plus vous allez connaître l'animal, sa physiologie, son écologie, ses comportements, et plus vous serez à même de détecter si l'animal se sent bien ou vit bien cette situation ou non. Et en fonction de votre degré de connaissance, on est aujourd'hui capable, par exemple, avec des petits indicateurs comme la position des oreilles, comme la position de la queue ou de la stature en général, de savoir si l'animal vit la situation de manière agréable ou désagréable. Donc, il y a des animaux pour lesquels c'est assez facile parce qu'ils sont assez expressifs dans leur vécu émotionnel. Donc, ils vont avoir des poils qui se hérissent, des oreilles qui se restent, au contraire, qui sont rabattues. Ils ont une queue qui bouge ou qui est plutôt en position basse. Donc, voilà, ça, ce sont des animaux qui, par leur expressivité anatomique, vont renseigner de manière assez facile et c'est assez simple l'humain sur le vécu de la situation. Quand on regarde les dauphins, c'est un peu plus compliqué parce que leur expressivité est assez réduite et ils ont ce rictus sur la face, donc qui est toujours là, qui est immuable. Et là, je vous ai mis deux représentations de dauphins qui sont dans une situation qu'ils vivent vraiment de manière très négative. Donc, c'est assez subtil. Ça va être des courbures adoptées ou des statures, des positions dans l'eau. Donc, premier critère pour pouvoir considérer l'autre, c'est cette familiarité avec la biologie, l'écologie, la physiologie et la cognition de l'espèce. Donc, pour se départir de cette vision assez pyramidale dont parlait Éric Baraté en introduction, aujourd'hui, on essaie d'établir de nouveaux paradigmes en éthologie. Ces paradigmes vont tenir compte de cette continuité évolutive entre l'homme et l'animal, continuité au niveau des cognitions, au niveau des émotions, mais aussi de la sentience. Donc, cette sentience est la capacité à percevoir, à penser, à ressentir les émotions, avoir une vie mentale, avoir des désirs, des croyances. Donc, on a vraiment aujourd'hui ce continuum et c'est notamment aussi pourquoi on va trouver des travaux en éthologie
sur les émotions des poissons, sur les capacités cognitives des araignées. Donc, on essaie de sortir de cette pyramide dont parlait Éric Baraté. L'éthologie qui m'intéresse, c'est celle qui considère les animaux et les hommes comme des sujets à part entière. Mais c'est assez compliqué de conjuguer cette éthologie. Et j'espère qu'on aura l'occasion aussi de discuter sur est-ce qu'on est vraiment dans une intersubjectivité? Est-ce que si on considère l'animal comme un sujet à part entière, est-ce que de manière assez simple, on se retrouve dans une intercompréhension entre l'homme et l'animal ou non? Et est-ce qu'il y a, ou dans quelle mesure, les mondes animaux et les mondes humains se recouvrent, sont perméables, et surtout en termes de communication? Est-ce qu'on peut vraiment parler de communication interspécifique, ou est-ce qu'il y a des limitations qui sont là et qui vont être impondérables? L'éthologie a aussi la capacité à se combiner avec d'autres disciplines, et quand on regarde notre rapport à la nature, il y a des travaux en anthropologie qui sont assez intéressants, qui nous font remarquer que notre relation à la nature et aux animaux dépend de ce qu'ils ont nommé une psychologie environnementale. Et cette psychologie environnementale se décline en 3 axes. D'une part, il peut y avoir une instrumentalisation de la nature et des animaux, ou bien alors on est dans une empathie très très forte à l'égard des animaux, ou dernier cas, on a des croyances et des valeurs qui vont vraiment fluctuer en fonction des animaux, du statut de l'animal et aussi du statut qu'on va donner aux animaux. Donc en fait, on se retrouve dans des processus sociaux qui vont être vraiment tributaires des espèces. Donc en effet, il y a ce qu'on appelle une mégafaune assez charismatique dans laquelle on va retrouver les dauphins, les grands singes, les éléphants. Et ces animaux-là sont assez privilégiés par rapport à d'autres. Je vous ai mis la photo des cochons et je pense que les émotions des cochons, très peu sans souci. Il y a aussi une typologie des valeurs humaines qui va aussi influer sur notre rapport à la nature et aux animaux. Et ces typologies des valeurs humaines vont s'illustrer, par exemple, avec une valeur scientifique qu'on va donner à la nature, aux animaux, une valeur plutôt récréative. Je vais profiter de ce que la nature peut m'offrir, une valeur historique, etc. Donc, en fonction des valeurs, des typologies de valeurs humaines, on ne va pas du tout considérer la nature et les animaux de la même manière. Et en fait, il y a des travaux aussi qui montrent qu'en fonction des cultures, c'est assez logique, on va avoir des représentations très différentes des animaux, mais aussi en fonction des genres, on va avoir des empathies différentes à l'égard des animaux, par exemple. Donc, tout ceci contribue à construire des attitudes anthropocentriques à l'égard des animaux, qui vont être assez variés, on peut regrouper sur ce panel que je vous ai mis à gauche, qui peuvent aller d'une vision assez scientifique, pragmatique, avec une vision aussi assez émotionnelle, voire spirituelle, un degré qui peut aussi varier d'un amour pour les animaux, cet amour qui peut aussi se décliner en empathie très très forte, ou au contraire une phobie des animaux. Donc, on a vraiment un panel assez large d'attitudes anthropocentriques à l'égard de la nature. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que chercheurs en éthologie, on doit non seulement se départir de ces visions-là, mais essayer au mieux d'interpréter ce que les animaux font, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Mon approche vise vraiment à comprendre comment les animaux mettent en signification le monde dans lequel ils vivent. Et c'est d'autant plus important quand on veut essayer de statuer sur le bien-être des animaux. Donc, c'est aussi assez important à prendre en compte quand on décide de légiférer sur ces protections animales. Donc, il y a des précautions à prendre et un juste milieu à trouver quand on essaie d'aborder cette éthologie des animaux. Donc, si je reviens
à ce qui m'intéresse, la perspective des dauphins, si je considère le comportement des animaux comme une forme de représentation, une mise en signification du monde, je dois absolument me départir de cette vision qui est très anthropocentrée. Je dois essayer de construire une recherche qui se détache de cette recherche anthropo-référencée. Et effectivement, c'est réfléchir à comment désanthropiser les concepts pour pouvoir au mieux comprendre comment l'animal vit la situation, comment il met le monde en signification. Donc, ce sont vraiment des questions actuelles qui sont alimentées aussi par des questions sociétales. Donc, je pense que aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a quelques années, l'éthologie ou la science en général se nourrit aussi de ces questionnements sociétaux. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, on aura l'occasion d'en débattre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabienne Delfour, pour votre exposé, qui était très riche, qui s'inscrit en plus parfaitement dans la continuité de celui d'Éric Baratet. Alors, je retiens notamment, à nouveau, peut-être l'idée des personnalités animales, de ces différences de style, en quelque sorte, qui font qu'il y a des singularités individuelles entre chaque dauphin, par exemple. Et puis, je remarque aussi qu'il y a une affectivité animale, contrairement à parfois ce qu'on pourrait imaginer, qu'elle existe, mais qu'elle dépend en même temps de notre effort d'attention, de ce que vous avez appelé notre considération, c'est-à-dire la façon dont on va accepter de déchiffrer véritablement ce qui s'exprime chez l'animal. Et là aussi, ça pose de nombreuses questions éthiques, par exemple, qui sont absolument passionnantes. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cet exposé. Il est donc temps d'accueillir Florence Burgat. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Guillaume. Donc Florence Burgat est philosophe, elle est directrice de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique et elle est affectée depuis 2012 aux archives Husserl à l'École normale supérieure. Alors elle a écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels je citerai Une autre existence, qui est parue en 2012 chez Albin Michel. Alors c'est une œuvre qui vise véritablement à fonder une phénoménologie de la vie animale, une phénoménologie qui serait capable de penser une expérience incommensurable de l'expérience humaine, mais partageant ce que Florence Burgat appelle une sorte d'inquiétude commune. Et plus récemment, dans un livre intitulé « L'humanité carnivore », qui m'a aussi frappé, elle a soutenu l'hypothèse que le carnivorisme humain donc, contribuerait à l'affirmation symbolique, en quelque sorte, de la différence anthropozoologique, c'est-à-dire de la différence entre l'homme et l'animal. Et donc, nous allons l'écouter dès maintenant. Je vous remercie beaucoup. Sans que nous nous soyons concertés, je crois que nos trois exposés consonnent en de nombreux points. Donc, j'ai organisé mon propos en 4 points. Dans un premier temps, je vais un petit peu répondre à la question « Qu'est-ce que la phénoménologie ?» Dans un deuxième temps, dire avec quoi rompt la phénoménologie. Dans un troisième temps, je vais me pencher un petit peu sur le concept d'intentionnalité. Dans un quatrième et dernier temps, sur la notion de corps propre. Et puis, j'aurai quelques mots de conclusion. Voilà le plan de mon petit exposé. Donc, qu'est-ce que la phénoménologie ? Dans l'avant-propos à la phénoménologie de la perception que Merleau-Ponty publie en 1945, il écrit que la phénoménologie se laisse pratiquer et reconnaître comme manière ou comme style que l'on identifie aisément à son souci de description. En raison de son projet fondamental que je vais esquisser, l'approche phénoménologique ouvre des perspectives neuves pour penser les animaux. Toute entreprise phénoménologique, dont le fondateur est Edmond Husserl, dont vous avez une image à l'écran, s'attache au mode de donation des objets pour une conscience,
c'est-à-dire pour toute conscience, pas uniquement pour une conscience humaine. Elle s'attache donc au mode de donation des objets pour une conscience, plus qu'à ces objets eux-mêmes. Ainsi, ce que l'on appelle l'a priori de corrélation entre les temps, les choses visibles, et ces modes de données subjectifs, y compris donc pour les consciences animales, constitue le cadre constant de toute démarche phénoménologique. Celle-ci rompt par conséquent avec toute idée d'arrière-monde, par exemple le monde des idées dans la philosophie de Platon, cet arrière-monde qui conférerait aux choses perçues leur sens véritable. Cette rupture s'exprime par la célèbre injonction husserlienne du retour aux choses mêmes. Le phénomène est ce qui apparaît. Il n'y a rien derrière les phénomènes. La description phénoménologique exige en outre la mise entre parenthèses des idées préconçues, des représentations habituelles, que celles-ci soient communes ou savantes, pour atteindre les structures universelles de toute conscience. Il ne faut par conséquent rien présupposer. Par exemple, parler, comme le fait Merleau-Ponty, d'existence animale, afin de distinguer ce que l'existentialisme nomme volontiers le simplement vivant, ne requiert aucune idée préalable. Merleau-Ponty écrit dans La structure du comportement, qu'il publie en 1942, je le cite, « L'animal est bien une autre existence, cette existence est perçue par tout le monde, nous l'avons décrite, elle est un phénomène indépendant de toute théorie sur l'âme des bêtes. » Fin de citation. La notion d'existence animale est audacieuse en pleine époque existentialiste, cette philosophie qui range les animaux du côté de la nature pour en faire de simples vivants, sans liberté au regard de la norme comportementale et donc sans individualité. On pourrait ici opposer terme à terme la pensée de Heidegger sur la pauvreté en monde de l'animal, un thème qu'il développe dans un cours devenu très fameux car multiplement commenté et qu'il donna durant l'hiver 1929-1930 et qui est publié dans un livre, Les concepts fondamentaux de la métaphysique. On pourrait donc, disais-je, opposer la thèse de Heidegger sur la pauvreté en monde de l'animal à la thèse de Merleau-Ponty qui, en plus de faire des animaux des existants, évoque, quelques années plus tard, leur culture et aussi l'accès au symbolique. Sur ces deux derniers aspects, je renvoie à la section sur les animaux dans le cours que Merleau-Ponty donna au Collège de France durant l'année 1956-1957. À la même époque, Frédéric Buitendijk, qui est un physiologiste de formation et donc son parcours est très intéressant, opte pour la méthode phénoménologique. Il est en effet un lecteur de Husserl et de Merleau-Ponty. Cela le conduit à véritablement fonder une éthopsychologie phénoménologique, pardon pour ce mot un peu lourd, dans le sillage donc de la pensée de Husserl et de Merleau-Ponty. Il prend à son tour le contre-pied des philosophies de l'existence en affirmant, je le cite, que l'organisme animal et humain ne fait pas que vivre, il existe, c'est-à-dire qu'il crée une relation avec l'entourage. L'entourage existe avec l'homme ou l'animal, pour eux et à travers eux, en tant que structure significative. Ce terme d'existence désigne pour nous, poursuit-il, une situation manifestée par un comportement. Ces quelques lignes sont extraites de son livre peut-être le plus passionnant pour le propos qui nous occupe aujourd'hui, L'homme et l'animal, essai de psychologie comparée, qu'il publie en 1958. J'en viens à mon second point. La démarche phénoménologique présuppose de rompre avec deux choses. Le dualisme radical, sur lequel je ne m'arrêterai pas, sinon en conclusion, mais pour quelques mots,
mais aussi avec ce qui est communément opposé à ce dualisme radical et que j'appelle un continuisme naïf. Et vous allez voir qu'il en a été question dans les deux exposés précédents. Cette perspective, que j'appelle donc le continuisme naïf, est d'abord évaluatrice. Elle s'avère en effet très décevante, car en évaluant les animaux à l'aune du référent humain, elle se borne le plus souvent à les doter des mêmes capacités que l'homme, mais de manière infiniment moins accomplie. Ainsi, les animaux seraient-ils de manière embryonnaire ce que serait pleinement l'humain. On a donc vu naître des notions telles que la protoculture, le proto-langage, la proto-conscience, etc., comme si les animaux étaient des ébauches, des ouvrages inaboutis. Ce regard évaluateur soumet aux animaux nos problèmes pour apprécier la manière dont ils les résolvent. Il s'agit de voir de quoi ils sont capables. Capable, un mot qui revient de manière obsessionnelle sous la plume de ceux qui adoptent cette perspective. La voie continuiste est une nouvelle impasse qui manque, qui passe à côté de la singularité, de l'originalité des existences animales. À ce propos, Merleau-Ponty rappelle que le psychologue allemand Wolfgang Köhler, qui a été l'auteur d'un livre très important, très commenté, L'intelligence des singes supérieurs, publié en 1928, eh bien Köhler avait compris déjà que l'originalité de la vie animale ne peut pas apparaître tant qu'on lui pose des problèmes qui ne sont pas les siens. Merleau-Ponty écrit « Si la conduite du chien dressé en laboratoire à ouvrir une serrure devient machinale, dans sa vie spontanée et en face des questions que cette vie lui pose, l'animal se comporte en élaborant les influences du milieu d'une manière caractéristique de l'espèce. » Dans le même sens, Georges Canguilhem, qui est donc un épistémologue français, écrit dans La connaissance de la vie que, sans doute, l'animal ne sait pas résoudre tous les problèmes que nous lui posons, mais c'est parce que ce sont les nôtres et pas les siens. L'homme ferait-il mieux que l'araignée sa toile ? Fin de citation. Bref, une position naïvement continuiste s'avère pauvre du point de vue ontologique, mais également du point de vue éthique ou moral. En effet, si ce continuisme fondé sur les performances cognitives ouvre la porte aux grands singes, aux perroquets et aux dauphins, il la ferme à tous les autres. Bref, à chercher l'intelligence humaine chez les animaux, l'on passe à côté du vécu de conscience où brille la richesse des êtres. J'en viens à mon troisième point, la question de l'intentionnalité. La première évidence qui se révèle à l'examen phénoménologique est le caractère intentionnel de toute conscience. Elle vise des objets, elle est conscience de quelque chose. Et Husserl écrivait le « de » entre parenthèses. En effet, il veut exprimer par là qu'il n'y a pas la conscience d'un côté et la chose de l'autre, mais que la conscience est cette visée même. C'est ce que l'on appelle l'intentionnalité. Les êtres animaux, écrit-il, sont comme nous sujets d'une vie de conscience, en laquelle le monde environnant en tant que le leur est aussi d'une certaine manière donné dans la certitude d'être. Fin de citation. Il y a aussi, pour chaque animal, une manière spécifique, un style propre de son espèce, de considérer, de ressentir ce qui l'entoure. Dans un même environnement, nous dotons chacun ces éléments de signification qui sont particulières à notre espèce, mais aussi à son époque historique, à notre cercle culturel, à notre âge, à notre métier, à nos désirs et à nos peurs. Les animaux participent à la constitution du monde. Ce qu'ils perçoivent ont un sens pour eux. Et si nous ne comprenons pas cette idée, si nous ne comprenons pas cela, nous manquons une grande partie du sens du monde. Chaque animal, comme chacun de nous, est un point de vue sur le monde. Le monde des animaux est riche de leur perception et de signification,
qui ne sont pas les nôtres, un nous qui n'est d'ailleurs pas unifié. Je voudrais citer à ce propos quelques lignes du livre de Jean-Christophe Bailly, intitulé « Le parti pris des animaux » qu'il publie en 2013. Là où les animaux flairent, frayent, écoutent, devinent, palpent, là, dans ce prodigieux théâtre d'inquiétude qu'est pour eux, tout autour d'eux, l'ouvert où ils sont jetés, nous n'avons, nous, bien souvent, sauf par la vue, que de faibles entrées. Fin de citation. Leur perception est donc la puissance de faire apparaître du sens. Et comme l'écrit magnifiquement Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, percevoir, c'est croire à un monde. Il y a une communication avec le monde plus vieille que la pensée. J'en viens à mon quatrième point, la notion de corps propre. La notion véritablement pivot est le regard nouveau et fondamentalement non dualiste que la phénoménologie porte sur le corps, parce que le corps exprime l'existence totale. La langue allemande possède deux termes, Leib, pour désigner, selon les traductions, le corps propre, le corps vécu, la corporéité vivante, voire la subjectivité incarnée, et Körper, qui désigne le corps regardé sous son angle purement physique. Nous reconnaissons un organisme psychobiologique à son, je cite Husserl, comportement changeant, mais toujours concordant de la manière suivante. Ce comportement a un côté physique qui apprésente, alors le terme apprésente signifie présenter de manière directe, indirecte, qui apprésente donc du psychique comme son indice. C'est-à-dire que lorsque je vois un animal se comporter, ce comportement immédiatement me dirige en fait vers l'évidence qu'il a une vie psychique. Ce comportement, en effet, n'est pas l'expression extériorisée d'une intériorité, il est l'intériorité vécue ou encore la subjectivité vue du dehors. Les animaux, en fait, ne représentent qu'un cas particulier parmi d'autres cas particuliers d'altérité, si, comme le note Husserl, nous n'avons jamais affaire qu'à des subjectivités qui nous sont étrangères, auxquelles nous avons accès par ce qu'il appelle la reconstruction empathico-analogique. Cette reconstruction met en branle une opération de transposition à partir de mon propre corps en direction d'un autre corps agissant et se comportant, pour autant que je décèle dans cet autre corps des ressemblances avec le mien, des yeux pour voir, des membres pour se déplacer. C'est le comportement des animaux qui nous permet de comprendre les analogies qu'il y a entre les manières d'être humaines et les manières d'être animales. Plus ils sont proches de nous par leur comportement, plus nous arrivons, par analogie et par empathie, à percevoir leur rapport au monde et aux choses. Quelques mots pour conclure. La phénoménologie ouvre donc une troisième voie entre deux traditions. Premièrement, le dualisme radical, qui produit l'indigence, la pauvreté ontologique des animaux. Qu'on pourrait exprimer de cette manière, ils sont privés de tout attribut reconnu à l'homme. Ainsi, ils sont sans histoire, sans langage, sans conscience, sans sentiment, etc. Et ils ne possèdent aucun attribut qui viendrait compenser ce manque. En somme, l'animal au singulier est un universel vide. Pour le dualisme radical, il se définit par ce qu'il n'a pas. On peut ranger dans cette perspective la tradition cartésienne, bien sûr, qui en est le noyau, et dans le domaine scientifique, la durable tradition behavioriste qui en est l'héritière. On peut y ranger aussi la tradition humaniste métaphysique et sa traduction juridique. Cette traduction est la bipartition du droit, c'est-à-dire les humains sont des choses, les humains sont des personnes, les animaux sont des choses. Alors la
la deuxième tradition dont la phénoménologie se sépare, c'est la tradition intellectualiste, celle qui est centrée sur les performances du sujet connaissant et qui plus est, un sujet qui s'observe en train de connaître. La phénoménologie rompt avec les définitions privatives de l'animalité, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, l'animal se définirait par ce qu'il n'a pas, par ses manques. Elle sort en outre des impasses engendrées par le dualisme de l'âme et du corps, n'être qu'un corps ou n'être qu'un esprit, mais aussi de la platitude du regard continuiste qui fait des animaux une série d'ébauches inaccomplies de l'humain. Ce à quoi la phénoménologie donne droit, c'est à la vie vécue en première personne, c'est moi qui vis ma vie, une vie par conséquent unique et irremplaçable, dans la richesse de son monde. Ce que les conditions de vie qui sont maintenant imposées à des milliards d'animaux bafouent et anéantissent. Tout laisse à penser que nos institutions demeurent fidèles au cartésianisme le plus pur. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Florence Burga, pour cet exposé vraiment d'une grande intensité qui montre, je crois, comment la phénoménologie, reconduite à ses principes, peut nous rendre capables de considérer l'animal dans sa singularité, c'est-à-dire de saisir le sens de cette singularité avec laquelle, néanmoins, nous partageons un monde, en tant qu'effectivement, hommes et animaux habitent ce monde par leur corps. Donc il y a évidemment de nombreux liens à tisser avec les exposés précédents. Et j'espère que le temps de questions qui va venir nous permettra de le faire. Merci encore. Donc c'est à présent le temps des échanges qui vont se dérouler via Zoom. Vous pouvez activer vos caméras si vous le souhaitez. Et pour poser la question, poser des questions, je vous propose de lever la main. Alors, pour cela, il faut que vous cliquiez sur l'icône participant en bas de votre écran et que vous fassiez apparaître donc une petite main bleue près de votre nom, si je ne dis pas de bêtises, en cliquant sur les 3 petits points, voilà. Et donc à ce moment-là, une fois que je verrai la main se lever, je vous donnerai la parole et vous pourrez poser la question que vous souhaitez poser. Alors, soit à tel ou tel de nos intervenants, soit aux 3 intervenants qui répondront là aussi très librement. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Sinon, moi, je peux éventuellement commencer, mais il me semble que le plus constructif, ce serait que les questions viennent du public et des étudiants. Alors, il y a une question de Paul Lacroix, à qui... Oui. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, on vous écoute, Paul. D'accord, merci beaucoup pour les 3 présentations qui étaient très intéressantes et je suis complètement d'accord qu'elles s'entreliaient bien, on sentait bien qu'il y avait des réponses dans chaque conférence. Mais du coup, ma question, c'était ça, elle s'adresse plutôt à Éric Baraté, mais c'est aussi en lien avec les 3 conférences. Vous avez démontré qu'il y avait un problème avec la définition plutôt anthropocentrée de l'animal. Mais ensuite, dans la 3e conférence, on a montré justement qu'un regard plus phénoménologique semblait démontrer qu'il y avait vraiment une altérité avec l'animal qui nous empêchait un peu de le comprendre ou même parfois de se mettre à sa place. Et dès lors, comment est-ce qu'on fait du coup face à cette altérité qui montre qu'on a du mal à se définir l'animal et justement autrement qu'en fonction de nous? Comment est-ce qu'on fait justement pour comprendre mieux l'animal et aboutir justement à cette définition buissonnante tout en gardant à l'esprit qu'il nous est très différent et donc très compliqué à comprendre? Je dirais déjà la première chose à faire, c'est d'évacuer cette notion d'animal et de penser les animaux. Si on est sans arrêt en train de penser l'homme et l'animal,
On crée une espèce de catégorie parce que l'animal n'est pas une espèce, hein, c'est une catégorie que l'humain a érigée. Dans la rue, il y a des chevaux, des chiens, des chats, il n'y a pas l'animal. Hein. Donc il faut vraiment penser la diversité, la pluralité. Et puis, effectivement, alors votre question est très intéressante. Bien, en fait, il faut éviter de passer d'une vision trop extrême à une autre, hein, entre les visions anthropomorphiques où on pense que on peut projeter sur les animaux notre manière de faire, et la vision de l'altérité totale où finalement on ne pourrait plus rien faire. Il y a un entre-deux. C'est vrai que à partir de la publication du livre de Fono-Excul sur mondes animaux et mondes humains, nous avons beaucoup, les philosophes, pas tous, hein, des philosophes, des scientifiques, ont beaucoup insisté sur la forte différence entre les mondes propres, qui ferait que finalement on ne pourrait pas se comprendre. Hein, il y a un philosophe américain dont je suis en train d'oublier le nom, qui a écrit un article au début des années 70, il me semble, pour montrer à quel point nos mondes étant totalement différents, on ne peut pas se comprendre. 10 ans plus tard, il est revenu dessus pour dire le contraire. En réalité, évidemment, nous sommes différents des chevaux et donc nous allons avoir du mal à comprendre les chevaux. En même temps, ils font penser, je crois, à des capacités de recouvrement partiel des mondes. Sinon, comment expliquer la domestication, par exemple ? Comment expliquer toute l'histoire des relations entre les humains et les animaux ? Hein, il y a évidemment à la fois, c'est difficile de se comprendre et en même temps, il y a des espaces de compréhension réciproque, alors différents d'une espèce à l'autre. Hein, nous arrivons, ça a été dit, nous arrivons mieux à comprendre un chien qu'un moustique, pour l'instant. Mais malgré ces différences, je crois qu'il y a possibilité d'interaction. Toute la domestication le montre, toutes les interactions quotidiennes entre les chiens, les chats et les humains le montrent. Ce qui ne veut pas dire que nous serions dans une compréhension totale de l'autre. Hein, beaucoup d'interactions se font sur même des interactions positives, même des interactions qui réussissent, peuvent se faire sur une incompréhension réciproque. Hein, les exemples dans l'histoire le montrent bien. On peut échanger tout en comprenant mal l'autre. Des deux côtés, hein, l'humain qui comprendra mal l'individu d'une espèce en question et l'individu animal qui fera exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de position tranchée, c'est une espèce de reconnaissance de la différence avec l'autre et qu'on essaye petit à petit de se rapprocher. Mais c'est une position, c'est ce que j'appelle, c'est la trajectoire asymptotique. C'est-à-dire qu'on va tendre vers l'autre, vers le chien, vers son chat. On peut faire des efforts pour le comprendre, comme lui-même fera des efforts pour nous comprendre, mais nous ne serons jamais chiens et il ne sera jamais humain. Nous sommes bien d'accord. Hein, donc, en fait, on navigue entre des situations, mais c'est ce qui rend toute l'affaire intéressante, je trouve, parce qu'elle est très complexe. Elle met en œuvre des dimensions très différentes, biologiques, psychologiques, sociales, culturelles, des deux côtés, du côté de l'animal et du côté de l'animal en tant qu'individu et du côté de l'humain. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est la complexité de nos relations. C'est pas en simplifiant à l'extrême que l'on comprend les choses. C'est au contraire en essayant de bien voir toutes leurs dimensions complexes. D'accord, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour cette question et pour votre réponse, Éric Baratet. Alors, je ne sais pas si Fabienne ou Florence souhaitent éventuellement
intervenir sur cette même question, apporter éventuellement une précision sur cette question ou passer, ou alors on passe à une autre question, mais peut-être que c'est une question quand même assez importante, peut-être que... Oui, moi je veux bien apporter quelque chose, mais je crois que Fabienne aussi. Oui, ben on y va. Je ne sais pas qui veut commencer, mais... Je pense que, comme le disait Florence Burga, essayer d'adopter le point de vue de l'autre, c'est vraiment intéressant. C'est essayer de comprendre comment les individus d'une espèce comprennent le monde et le mettent en signification. Donc, on va parler, par exemple, de cognition incarnée. Donc, c'est bien le corps du cheval qui va lui faire vivre et mettre en signification le monde environnant avec un sens cheval. Mais dans ce même environnement, il peut y avoir des mouches, il peut y avoir un blaireau, il peut y avoir un humain, et on va tous mettre des significations différentes. Et c'est ça qui est extrêmement riche, complexe et fascinant à essayer d'aborder. Donc oui, on est entre des similitudes, des analogies et en même temps des différences qui créent une variété de regards sur le monde et sur une situation particulière. Florence, peut-être vous vouliez ajouter quelque chose? Mes collègues ont à peu près tout dit, mais simplement pour dire que, enfin, enfoncer un petit peu le clou et dire que cette idée de Jacob von Uexküll, je crois que ce qui la rend très intéressante, c'est moins de nous amener à nous dire au bout du compte, nous ne pouvons pas comprendre les animaux parce qu'ils ont leur propre signification, mais c'est plutôt de reconnaître que contrairement à une opinion qui est encore courte, bien sûr, le monde de l'animal, ça n'est pas notre monde auquel il n'aurait pas accès. C'est-à-dire, on a tendance à considérer que finalement les animaux ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas ils ne portent pas sur les choses le même point de vue que nous, ne les comprennent pas de la même façon. Par exemple, je prends un exemple un peu bête. Dans une cuisine, c'est ce que Uexküll montre avec le bureau. Dans une cuisine, la machine à laver la vaisselle, par exemple, elle a une signification particulière pour moi. Est-ce que l'animal est idiot parce qu'il ne connaît pas cette signification? Bon. Ce que Uexküll va montrer, c'est que cet objet-là, il va être doté d'une signification différente d'ailleurs pour la mouche, pour le chat domestique qui peut s'en faire une cachette, etc. Donc c'est d'avoir mis en évidence au fond ce que Éric et Fabienne ont déjà très bien décrit, mais cette richesse infinie de signification que chaque individu porte sur les choses et non pas de considérer que, comme les animaux n'ont pas sur les objets le même regard que nous, ils seraient dépourvu de toute signification et de tout regard de sens sur ce qui nous entoure. Merci beaucoup Fabienne et Florence pour ces précisions donc, sur cette première question passionnante. Et on a donc une deuxième question de John qui peut prendre la parole. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. On vous écoute. Du coup, ma question, c'est comment on ne peut pas avoir un regard anthropocentrique alors qu'on ne sait pas ce que l'animal pense, puisqu'en soi, les sentiments sont aussi anthropocentriques? Oui, alors, donc la question s'adresse à tout le monde. Est-ce que... à Éric Baraté, oui. Si je ne me trompe pas. D'accord. Là aussi, je crois qu'il faut avoir une position complexe, c'est-à-dire obligatoirement, notre vision est anthropocentrique, nous sommes que des humains. Il faudrait croire que nous soyons, et la science occidentale l'a un peu fait croire ou prétendu, il faudrait croire que nous soyons des esprits absolus, éthérés, accédant à la vérité avec un grand V, pour croire qu'on pourrait atteindre une approche non anthropocentrique. Nous ne sommes que des humains.
Et donc, nous ne sommes qu'une espèce, des individus d'une espèce, et nous essayons de comprendre d'autres individus, d'autres espèces. Mais c'est pas parce que nous ne sommes qu'une espèce, c'est pas parce que nous ne sommes plus ou nous ne croyons plus des esprits absolus avec une science atteignant la vérité avec un grand V qu'on ne peut pas non plus essayer de comprendre les autres animaux avec toute la part de difficulté que nous avons parce que nous ne sommes que des humains. Il y a des choses que nous avons du mal à voir et que voit très bien, ça a été dit par mes collègues, un chien qui se promène sent plutôt les odeurs actuelles, les odeurs passées, et il repère de loin les odeurs qui vont arriver ou arrivantes, qui commencent à arriver. Autrement dit, il vit dans le passé, dans le présent et presque dans l'avenir. C'est quelque chose dont nous sommes incapables. Mais ce n'est pas parce que nous avons cette finitude que nous ne pouvons pas essayer de comprendre les autres. Au contraire, nous le faisons sans problème pour les autres populations humaines. Les anthropologues essayent de comprendre telle population, telle civilisation d'un autre continent, avec toute la contingence, évidemment. Alors pour nous qui étudions les animaux, c'est plus difficile parce qu'il y a la barrière d'espèces, mais ça ne veut pas dire que c'est totalement impossible. Et même si on arrive à comprendre que 20, 30, 40% de ce qu'est tel individu, c'est toujours mieux que rien. Et à mon avis, ça vaut le coup. Mais ça veut dire que, évidemment, nos connaissances, elles sont sans arrêt remises en cause, parce que justement, nous ne sommes que des humains et que nous ne travaillons qu'avec beaucoup d'obstacles. Mais c'est pas pour ça que je pense qu'il faut tomber dans dire finalement on ne peut rien faire ou on ne peut rien voir, nous serions enfermés dans notre finitude. Non, la vie concrète montre bien que nous avons des relations avec les autres espèces et aussi quelque chose qu'on oublie trop souvent, les autres espèces ont des relations entre elles et pas simplement les relations de prédateurs et de proies. Il peut y avoir plein d'autres relations entre espèces et donc toutes les espèces ont ce problème d'approche de l'autre. Merci beaucoup Eric. Là aussi, est-ce que éventuellement Florence ou Fabienne veulent ajouter quelque chose? Sinon, peut-être qu'on... Moi, je veux bien ajouter un petit mot. Oui, je pense que Eric a raison de souligner que nous ne devons pas grossir absolument le trait de l'altérité et que tout de même, avec les animaux, nous partageons une condition identique qui est celle d'être des êtres de chair et de sang qui sont nés un jour, qui vont vieillir et qui vont mourir. Donc, nous avons une condition qui est la même. Et même si le contenu de nos vies psychiques, nos biographies sont différentes, nos conditions d'existence, en effet, nous sommes des humains, celui-ci est un chien, celui-ci est un cheval, etc. Nous avons la même structure psychobiologique et une condition, en fait, qui est celle des êtres qui sont nés un jour, qui sont des êtres finis, destinés à mourir. Et ça fait évidemment un socle commun très, très fort. Merci beaucoup. Peut-être que je vais en profiter, puisque je vois qu'il n'y a pas de questions dans l'immédiat du public, pour vous demander, Florence, en rebondissant directement sur ce que vous venez de dire, si c'est cette mortalité qui fonde ce que vous appelez l'inquiétude partagée par les hommes et les animaux ou certains animaux. Oui, c'est ça, oui. Et est-ce que vous pourriez en dire un tout petit mot de ce concept d'inquiétude? Alors en fait, dans
Dans la philosophie, c'est ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est de le rencontrer chez Hegel dans sa philosophie de la nature, lorsqu'il pense la distinction entre la vie végétale et la vie animale. Il souligne le fait que dans la mesure où les animaux, et nous appartenons donc à ce règne animal, sont des individus qui ne sont pas enracinés, mais qui sont nous sommes obligés de nous déplacer et donc d'affronter sans cesse une extériorité qui est possiblement menaçante, eh bien cette condition-là nous place en fait dans un état, dit-il, d'anxiété, d'inquiétude, la possible fin de notre existence, hein, du fait même que nous sommes des êtres qui nous déplaçons, fait que l'humain et les animaux ont cette condition existentielle au fond identique. Et pour les questions aussi, les questions éthiques que nous devons poser, je crois que nous devons tenir compte aussi du fait que, tout comme nous, il y a chez les animaux le désir de persister dans leur existence. Et je crois que c'est un point tout à fait fondamental à prendre en compte, et là aussi qui nous permet de comprendre un grand nombre d'attitudes chez les animaux, en particulier dans les situations qui peuvent les inquiéter ou qui revêtent pour eux un caractère dramatique, comme elles pourraient la revêtir pour nous dans des situations similaires. Merci beaucoup pour cette réponse sur l'inquiétude, la tranquillité, on pourrait dire, commune aux hommes et aux animaux. Donc, il n'y a pas encore de questions surgissant du public. Alors, il y a une question à nouveau alors, on va peut-être donner la parole à Emma, parce que Paul, me semble-t-il, l'a eu tout à l'heure, ce qui n'empêche pas ensuite de reposer une question. Emma, si vous nous entendez, vous avez la parole pour poser une question. Oui, bonjour. En fait, j'aurais une question surtout à propos de ce qu'a dit Fabienne Delfour quand elle a parlé de l'étude du bien-être des animaux et celui en particulier des dauphins. Vous avez dit qu'on commençait par essayer de connaître leur personnalité, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que comme on étudie leur personnalité, on est forcément proche d'eux, donc on peut supposer que c'est des animaux qui sont des animaux proches des hommes qui ne sont pas dans la nature. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vouloir étudier les dauphins en général, en les étudiant sur des animaux domestiques, c'est pas réducteur, mais c'est quelque chose qui ne va pas être tout à fait complet par rapport à l'étude des dauphins? Alors, en fait, c'est vrai que je n'ai pas précisé sur quelles espèces ou communautés de dauphins ces études avaient été faites. Elles ont été faites aussi bien sur les animaux en parc zoologique qu'en milieu naturel, parce qu'il y a deux façons de procéder pour étudier les personnalités animales. La première façon, c'est interroger les personnes qui sont proches des individus qui nous intéressent et les interroger sur qu'aime votre animal ou votre chat ou votre chien par exemple, qu'est-ce qu'il n'aime pas, est-ce qu'il va initier des interactions ou pas, etc. Donc on peut effectivement mener ce type d'études par ces interrogatoires ou ces questionnaires. Et puis il y a une autre façon de procéder pour étudier les personnalités animales qui se base sur l'observation directe des comportements des animaux face à des situations dans lesquelles face à des situations auxquelles ils sont soumises. Donc, on peut tout à fait dresser des profils de personnalité ou des profils comportementaux à partir d'animaux sauvages. C'est ce qu'on a fait déjà et ce que j'ai fait avec des dauphins sauvages en observant leur comportement. Donc, on n'est plus du tout dans ces questions de domestication dans ce cas-là. Il y a des études qui ont été faites sur des singes aussi en milieu naturel, qui ont dressé donc, des profils comportementaux. Donc, c'est
c'est peut-être plus facile quand on est proche des animaux de dresser ces profils comportementaux, mais il faut savoir que c'est tout à fait aussi possible à partir d'animaux sauvages qu'on va observer de manière récurrente dans des situations différentes, et on va pouvoir donc dresser des profils comportementaux qui vont avoir des animaux extravertis, au contraire plutôt introvertis, joueurs, curieux, ou alors au contraire beaucoup plus timides, etc. Donc voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup Fabienne et donc Emma pour la question. Je vois qu'il y a une question d'Alexandre à présent. Oui, bonjour. Oui, allez-y Alexandre. J'avais une question pour l'ensemble des 3 intervenants. Pourra-t-on un jour avoir une conception réellement désanthropisée du vivant? Et si oui, ne sera-t-elle pas dangereuse pour la vision que l'humanité a d'elle-même? En somme, est-ce que l'homme pourra un jour réellement se percevoir comme un animal comme un autre, sans arrière-pensée? Alors merci pour cette question. Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Eric, oui. Il me semble que dire l'homme se percevra-t-il comme un animal comme un autre? Non, l'homme est une espèce particulière, originale, qu'il se perçoive parmi les animaux, d'accord, mais je ne pense pas que le fait de vouloir regarder la richesse des autres espèces entraîne une dévalorisation de l'humain. Je pense que cette crainte-là que nous avons souvent en Occident, elle vient justement de notre vision pyramidale qui nous est totalement ancrée. Et donc, on a l'impression qu'en donnant des capacités aux animaux, on va déchoir, hein, ou en revalorisant les animaux, on va déchoir. Non. Si vous projetez dans le modèle du buisson, regarder la richesse des autres espèces, des autres branches, ce n'est pas scier sa propre branche. C'est au contraire essayer de mieux comprendre l'originalité de chaque espèce, y compris l'humaine finalement. Parce que quand on regarde tout ce qui a été créé depuis 2500 ans, depuis les premiers philosophes grecs, on s'est sans arrêt posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un homme? On a voulu chercher le propre de l'homme. On se rend compte que bien souvent, on a créé ce propre de l'homme sur des erreurs ou sur des prétentions. Hein, l'homme aurait l'intelligence, l'homme aurait le langage, mais pas les autres, ou pas comme la différence, pas au même degré, etc. etc. Mais il faut sortir de tout ça. Il faut plutôt, comme je le disais, essayer de voir. On se rend compte maintenant, les éthologues le montrent, qu'il y a parmi les êtres vivants, et notamment parmi les animaux, il y a une communauté de capacités. Mais chaque espèce conjugue cette capacité à sa manière. Hein, et donc, regarder comment telle ou telle espèce conjugue à sa manière telle capacité, ce n'est pas faire de l'homme un animal comme les autres. C'est au contraire essayer en effet retour de mieux comprendre ce qu'est le propre de l'homme, mais en ne bâtissant pas un propre de l'homme sur du sable ou sur des prétentions du genre il a l'intelligence, il a la réflexion et pas les autres. Il faut essayer de comprendre le propre de l'homme par sa capacité à conjuguer des capacités, à décliner des capacités qu'on trouve aussi dans les autres espèces animales, et que chaque espèce conjugue à sa manière. Hein. Donc je pense au contraire, ça permettrait de montrer l'originalité des autres branches, permet en effet retour, si vous voulez, de montrer l'originalité humaine, mais une vraie originalité humaine, pas une originalité prétendue, prétentieuse et reposant sur rien. Merci Eric. Fabienne ou Florence, est-ce que vous voulez... Fabienne, oui. En fait, j'aime beaucoup cette idée de buisson, parce que pour moi, il s'agit d'un buisson de relations.
Donc, il n'y a pas du tout de hiérarchie d'une branche par rapport à l'autre. Il n'y a pas vraiment, on est tous interdépendants. Et je pense que c'est ça qui crée aussi la richesse de cette vision. Et comme le disait très bien Eric, c'est pas parce que je considère l'autre que je me déconsidère. Au contraire, je pense qu'on a tout à gagner en changeant de point de vue et en explorant ces branches buissonnantes. Et, parce que ça fait partie du vivant. C'est ça qui est, je trouve fascinant, qu'on contribue tous à ce buisson du vivant et on a tous un rôle à jouer dans ce buisson du vivant. Donc, je pense que par notre originalité, on apporte aussi chacun une richesse particulière, des singularités particulières à ce buisson. Et c'est vraiment la totalité qui est intéressante à prendre en compte. Et souvent, quand on regarde, on fait partie de ce tout, et c'est extrêmement compliqué de regarder une seule partie de ce tout. Et qu'est-ce qu'on apporte, nous, humains, de manière spécifique, originale, à ce tout-là. Et cette vision-là, de casser le tout pour voir les particularités ou particularismes de chacun, nous fait perdre cette vision globale. C'est une question intéressante, vraiment, et je pense que je vais y réfléchir encore plus parce que justement, ça me questionne aussi sur mes propres réflexions. Mais voilà, je ne sais pas si je réfléchis en même temps, donc je ne sais pas si c'est très pertinent ce que j'apporte, mais voilà. Merci Fabienne. En tout cas, je ne sais pas si Florence veut également intervenir sur cette question. Comme elle s'adressait à tous les trois, je veux bien dire. Voilà. Cette expression « l'homme est un animal comme un autre », qui est vraiment un lieu commun, qui est toujours prononcé lorsque on essaie au fond de revaloriser ontologiquement les animaux. Il y a toujours quelqu'un pour s'inquiéter et dire « mais vous pensez donc que l'homme est un animal comme un autre ?» Et je crois que c'est très important, comme l'ont fait Eric et Fabienne, de souligner que aucun animal n'est un animal comme un autre. Et que cette phrase, cette peur ainsi exprimée montre bien qu'en fait, on reconduit une idée saugrenue qui serait qu'il y aurait quelque chose comme l'animal, une catégorie à l'intérieur de laquelle toutes les singularités animales finalement seraient réduites à un seul modèle. Donc, en effet, je crois qu'il ne s'agit pas du tout de tirer un trait sur la spécificité de l'espèce humaine, mais plutôt de considérer que chaque espèce a ses propriétés, avec tout de même le constat que nous ne pouvons pas ne pas faire, c'est que l'espèce humaine a une intelligence technique, scientifique et technique, qui fait qu'elle a pris le contrôle de la totalité du monde. Et que c'est bien à cause de cette situation que nous nous posons ces questions. C'est aussi parce que nous avons décidé, je crois que nous n'adhérons pas à l'idée profondément en nous, selon laquelle je pense que Descartes n'a jamais pensé que les animaux étaient des automates, que le législateur n'a jamais confondu une chose et un animal, que donc il s'agit d'une construction métaphysique et que lorsque l'on essaie de montrer tous les dommages au fond qu'elle a engendrés, nous ne cherchons pas, la solution, c'est pas de dire l'humain n'a aucune espèce de trait particulier, mais c'est de l'amener à changer sa perception pour changer son action. Merci beaucoup Florence. Alexandre, est-ce que vous êtes satisfait de ces réponses? Oui, c'était très clair, merci beaucoup. Très bien. Alors, je crois qu'il y avait une nouvelle... Alors, une question de Vanessa. Si... Oui, bonjour. Ma question, elle s'adresse plus à Eric Baraté.
Concernant justement le fait qu'on ait redéfini certaines notions comme par exemple l'intelligence ou la conscience, je voulais savoir déjà, dans un premier temps, quelle définition on pouvait donner par exemple du langage, parce que j'ai l'impression que le langage c'est assez spécifique des hommes, mais je voudrais du coup en savoir plus sur une redéfinition du langage qui serait étendue aux animaux. Et dans un second temps aussi, je voulais savoir si on ne risquait pas justement de tomber dans une sorte de généralité des définitions qui perdrait un peu de sa précision et donc relèverait d'un manque de rigueur. Alors Eric, on ne vous entend pas, il faut activer votre micro. J'avais oublié le micro. Je ne crois pas que ce soit une manque de rigueur, hein. C'est monter les concepts en abstraction. Il ne faut pas oublier l'étape suivante, qui est ensuite de spécifier le concept en fonction de l'espèce que l'on étudie. Il est bien évident que dire l'intelligence, alors cette définition-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, je l'ai trouvée dans la littérature éthologique. Les éthologues y sont arrivés petit à petit dans les 20 dernières années à cette définition. L'intelligence, la capacité à s'adapter à un environnement changeant, il est bien évident que c'est très large. Après, il faut voir comment l'homme décline cette définition, la conjugue, comment le chien le fait à sa manière, comment le chat le fait à sa manière, etc. etc. Hein, il faut bien penser que l'étape d'après, c'est spécifier la définition, parce qu'autrement, évidemment, si on manie une définition trop large, ça ne peut effectivement entraîner des problèmes. Alors la question du langage, vous me dites oui, mais le langage c'est humain. Ben oui, parce que vous avez en tête une définition humaine du langage, c'est-à-dire le langage, c'est la parole, c'est un système grammatical, c'est des mots, etc., etc. C'est la définition que les linguistes ont mise en place. Mais depuis une vingtaine d'années, enfin une quinzaine d'années, disons, les sémioticiens ont montré que c'est une définition trop réduite. Par exemple, l'humain ne communique pas que par le langage. Si on le définit le langage par la parole, les mots, etc. Il va communiquer par les gestes, il va communiquer par les postures corporelles, etc. Toute l'affaire du cinéma muet, vous regardez un film muet de Charlot, vous comprenez. Hein, les expressions, etc. Ça prouve bien qu'on n'a pas besoin de langage forcément pour s'exprimer. Ou plutôt que le langage doit avoir une définition plus large que ne faisaient les linguistes. Hein, et les sémioticiens maintenant ont une définition bien plus large du langage. Hein, le langage, ce n'est pas simplement la parole, c'est aussi les sociologues, des gens comme Erving Goffman l'ont montré. Lorsque nous sommes en conversation avec quelqu'un, on ne lui parle pas que par la parole. On lui parle par toutes les dispositions corporelles, toutes les postures corporelles, etc. Et on parle aux animaux aussi par les odeurs, que nous avons du mal à sentir, les odeurs, les vibrations, etc. Mais que beaucoup d'espèces repèrent très bien. Et alors, si on a cette définition beaucoup plus large et beaucoup plus complète du langage, eh bien, les sémioticiens vont vous dire, à ce moment-là, on peut appliquer cette définition aux animaux et ensuite la spécifier espèce par espèce. D'accord, oui, ok. Merci. Merci Eric. Alors je vois qu'il y a une autre question de Kenza qui peut prendre la parole normalement. Oui, bonjour. Ma question concerne le bien-être animal et donc s'adresse en particulier à Fabienne Delfour, puisque si j'ai bien compris, étudier le bien-être animal nécessite de considérer un animal en particulier, donc l'individu animal, mais est-ce que, comme c'est le cas pour l'homme, ce bien-être ne doit-il pas être l'expression d'une intentionnalité, ce qui semble a priori compliqué pour l'animal ou peut-être même impossible?
Alors, historiquement, le bien-être de l'animal a, dans un premier temps, uniquement considéré le bien se porter. Donc, on regardait l'aspect physiologique des animaux. Et puis, donc, les termes anglais sont beaucoup plus riches puisque cette partie qui concerne le bien se porter fait référence à ce qu'on appelle en anglais le welfare. Et puis, petit à petit, on a étendu cette notion de bien-être physiologique à une notion de bien-être psychologique ou mental. C'est le well-being. Et donc, on a essayé de regarder au niveau de la sphère mentale comment les animaux, les individus vivaient des situations, quel sens ils mettaient sur des situations en particulier. Et c'est que très récemment qu'on a non seulement regardé la physiologie, le comportement, mais on s'est intéressé à la cognition des animaux, c'est-à-dire comment l'individu percevait à un moment donné une situation particulière. Et je vous ai parlé par exemple des biais cognitifs. Donc, ce sont les états affectifs d'un individu qui va lui faire vivre la situation soit de manière positive, soit de manière négative. Et on sait par exemple que si on n'est pas dans un bon état de bien-être, il y a de fortes chances ou de forts risques que la situation soit vécue plutôt de manière négative. Et ça peut aussi avoir une influence sur les capacités mnésiques de l'individu, donc ce qui va retenir de la situation. Un exemple qui peut être pris dans le domaine humain, c'est, on sait tous à peu près, ce qu'on faisait le 9 septembre quand il y a eu les attentats à New York, parce que c'est un événement très très fort qui a marqué nos vécus individuels. Donc après, est-ce que votre question, si je me souviens bien, c'était en rapport avec l'intentionnalité? Est-ce que vous pouvez me reformuler votre question? J'ai oublié. Oui, c'était est-ce que, comme pour l'homme, est-ce que ce bien-être ne doit-il pas émaner donc, d'une intentionnalité de l'animal et être donc, personnel, comme c'est le cas pour l'homme? Alors, il y a deux choses. Oui, effectivement, quand on étudie le bien-être des animaux, on va étudier le bien-être d'un individu en particulier. On ne va pas considérer le bien-être d'une espèce. On va regarder pour cet individu, ce sujet-là, dans cette situation-là, quel est son état de bien-être. Et c'est d'autant plus important que tous les animaux, tous les individus ou tous les représentants d'une communauté animale ont des biographies différentes. Donc, en fonction des histoires qu'ils ont vécues, ils vont avoir des ressentis différents et du coup, ils ne vont pas du tout vivre les situations de manière identique. Après, il y a des mises en signification qui peuvent être conscientes et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout conscientes ou involontaires. Donc, on va essayer, au travers de la triangulation dont je vous parlais, d'essayer de saisir la globalité du vécu de l'animal, d'une situation, en ayant plusieurs indicateurs qu'on va pouvoir évaluer dans un instant donné. Donc, on va essayer d'avoir une grande richesse d'indicateurs comportementaux qui vont me permettre, moi, scientifique, d'évaluer ou d'amoindrir ma part de risque de me tromper. C'est surtout ça, en fait, qui est prépondérant, parce que, comme on le disait précédemment, je ne saurais jamais ce que l'animal vit, lui, de la situation. Donc, je vais essayer d'avoir le plus possible d'indicateurs différents qui vont me permettre de saisir à un instant donné ce que l'animal vit de cette situation à un instant T. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'était très clair. Merci. Alors, Eric, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je dirais que la question, elle sous-entend, la question de Vanessa, non, de Kenza, pardon, sous-entend qu'il y aurait intentionnalité chez l'humain, qu'il n'y aurait pas chez les animaux.
Et là, en fait, vous véhiculez une définition de l'homme, un propre de l'homme qui repose sur beaucoup de présupposés, d'affirmations gratuites. On est en train de montrer maintenant qu'il y a de l'intentionnalité dans d'autres espèces animales qui ne s'exprimera pas de la même manière chez l'humain. Comme il y a un langage, il y a le langage des abeilles. Le langage des abeilles ne s'exprime pas du tout de la même manière que les humains. Les abeilles vont s'exprimer en dansant, en partie. Évidemment, ce n'est pas du tout notre manière de faire. Alors, on a voulu distinguer entre langage et communication. Le langage, ça sera les hommes, et la communication, ça sera les animaux. On se rend compte que c'est une distinction qui ne tient pas. C'est comme l'intentionnalité, etc. Et là, en fait, on vit encore, et Florence peut en parler, et elle sait très bien, puisqu'elle a passé sa carrière à essayer de déconstruire tout ça, on vit encore sur une approche philosophico-théologique construite pendant 2500 ans, avec un portrait de l'humain en grande partie erroné. Mais vous n'en êtes pas responsable, c'est plutôt l'institution. Quand on voit le programme animalité en philosophie de programme de terminale, je crois, il y aurait beaucoup de choses à revoir par rapport à ce qui est réellement. Merci Eric. Alors, on a une autre question de Farah qui devrait avoir la parole, si ça fonctionne. Bonjour. Bonjour Farah, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Je voulais savoir justement, au vu du développement de l'éthologie et du schéma de buisson des vivants, du fait que l'on commence à comprendre les animaux émotionnellement, quel est votre avis du coup à chacun sur l'usage qu'on fera prochainement des animaux, que ce soit par rapport à l'élevage ou même aux tests qu'on réalise déjà sur eux? Je ne sais pas qui commence, peut-être Florence, elle n'a pas parlé depuis longtemps, Florence. Si vous voulez bien. Alors oui, c'est une question très importante et je crois même cruciale. En effet, ce qu'on peut constater et qui peut nous étonner, c'est de voir d'un côté les avancées scientifiques, voilà, dont les uns et les autres, nous avons essayé de faire un petit peu état aujourd'hui, les avancées scientifiques, le fait qu'effectivement, on redéfinit certains concepts qui étaient, comme l'a montré Eric, si tous nos concepts émanent de nos propres capacités, par définition, nous allons en exclure tous les animaux. Donc, on voit quelque chose qui est en train de bouger depuis, 10-15 ans dans un certain nombre de disciplines. Alors, l'éthologie, mais aussi dans les sciences humaines, l'anthropologie, la sociologie, en philosophie, en droit aussi. Et puis, il y a un énorme fossé entre cette pensée qui progresse très rapidement depuis 15 ans et nos institutions. Le législateur, qu'est-ce qui fait les lois? Ce sont les hommes et les femmes politiques qui, en fait, continuent à légiférer, mais très exactement comme si les animaux étaient dépourvus, mais absolument de tout. Quand je dis de tout, c'est pas seulement de capacité cognitive élevée ou d'une richesse de comportement. C'est comme s'ils n'avaient pas de vie et c'est comme si quand ils étaient mis à mort, ils ne mouraient pas. Donc, les animaux continuent à être traités par les grandes institutions comme des choses. Il est très frappant de voir qu'en 2015, le Code civil modifie la définition de l'animal. Avant cette date, les animaux sont définis uniquement par leur fonction, donc des biens pouvant se déplacer eux-mêmes ou pouvant être mus par une force étrangère. Ils sont depuis 2015, vous imaginez, seulement depuis 2015 définis à minima comme des êtres vivants doués de sensibilité, c'est-à-dire comme si on s'en était pas encore aperçu. Mais le législateur, craignant probablement l'impact de cette affirmation, n'est-ce pas, révolutionnaire, ajoute immédiatement après, il reste soumis au régime des biens. Le bien en droit, c'est la même chose que la chose, c'est-à-dire
ce dont on peut disposer jusqu'à la mort. Donc, nous sommes aujourd'hui vraiment à une époque un petit peu charnière où beaucoup de chercheurs dans différentes disciplines font valoir cette nouvelle approche des animaux, enfin nouvelle en même temps, on trouve tout ça déjà dans l'Antiquité grecque. Éric a fait mention d'une tradition effectivement très anthropocentrée, mais il y en avait une autre et il y en a toujours eu une autre en fait parallèle, qui n'était pas la voie dominante, mais qui a jalonné l'histoire des idées. Et en fait, aujourd'hui, on se trouve dans une situation comme ça, très compliquée, c'est-à-dire un législateur complètement sourd à ses recherches, alors que pourtant c'est une recherche, nous appartenons aux instituts publics, c'est une recherche donc financée par l'État, et qui ne produit aucun effet. Et vous avez tout à fait raison de souligner le fait que si nous nous mettons, si le législateur se met à véritablement penser les animaux pour ce qu'ils sont, eh bien, il doit réviser les textes qui, pour le moment, se bornent en grande partie à organiser la mise à mort des animaux. Cependant, on peut voir un petit signe dans la directive européenne de 2010 sur l'expérimentation animale. Pour la première fois, il est écrit dans le préambule de la loi que l'objectif final de cette directive, c'est de remplacer les procédures expérimentales utilisant des animaux par des procédures qui n'en utiliseront pas. Alors certes, le législateur ne fait pas grand-chose pour promouvoir les méthodes alternatives, les aider, les financer. Mais c'est comme si vous voulez, le législateur reconnaissait l'illégitimité de ce qu'il est cependant en train d'organiser et de légaliser. Donc vous mettez évidemment le doigt sur une chose absolument cruciale et sur, je crois, ce qui caractérise notre époque. Merci beaucoup Florence. Éric, Fabienne, est-ce que... Oui, Éric. Oui, Florence a tout à fait raison, mais c'est vrai que les pouvoirs publics sont toujours en retard. Et je pense que pour jeter quand même un peu d'espoir, il faut regarder aussi la société civile. Et moi, je suis frappé, par exemple, par l'importance de la montée du végétarisme. Alors, le véganisme, c'est une expression que je n'aime pas parce qu'on y met n'importe quoi, mais la consommation de viande commence à reculer en Occident, et souvent pas seulement pour des raisons économiques, mais souvent pour des raisons éthiques. Et puis on voit bien par exemple l'interrogation de l'élevage par une association comme L214, avec des répercussions médiatiques importantes qu'on n'aurait pas eues il y a 50 ans. Dans les années 40, un réalisateur français avait fait un film sur les abattoirs de la Villette où il montrait toute la dureté de la chose. Ça n'avait choqué pas grand monde. Donc je pense quand même, un autre exemple, c'est la création du parti animaliste et les voix relativement importantes qu'il a fait aux dernières élections. Ça montre que les choses bougent, mais ça commence à bouger au niveau social. Alors c'est vrai qu'au niveau politique, c'est beaucoup plus lent, comme l'a dit Florence. Fabienne ? Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Florence et Éric Baraté. Non, effectivement, c'est un constat, mais il faut aller au-delà de ce constat. Et je pense que ce que nous faisons aujourd'hui contribue aussi à faire cette transition et à travailler vers ce futur où on va mieux considérer l'animal, ses besoins, mieux considérer son statut, etc. Donc, je trouve que c'est aussi notre rôle en tant que chercheur de contribuer à ces réflexions, à essayer de prendre la parole quand c'est possible sur ces questions-là et nourrir la société de connaissances pour pouvoir, le jour venu, prendre de meilleures décisions pour la condition animale. Merci. Alors, il y a une dernière question qu'on peut prendre, étant donné qu'il nous reste quelques minutes. Une question de Gita, ou Gita, je ne
je ne suis pas sûr de la prononciation, mais qui peut s'exprimer normalement. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est pour Madame Florence Burga. Je n'ai pas très bien saisi pourquoi le carnivorisme de l'homme contribue-t-il à l'affirmation symbolique de la différence entre l'homme et l'animal? Alors, ce n'était pas vraiment le propos d'aujourd'hui. Et donc, je suis un peu dans l'embarras pour vous répondre parce que c'est une affaire un petit peu longue. Mais enfin, je vais pas vous laisser comme ça trop sur votre faim. En gros, l'idée, c'est que le carnivorisme est traditionnellement compris comme finalement un problème simplement nutritionnel, culinaire, économique, et qu'au fond, en ayant éclairé la chose par ces biais, eh bien, on aurait dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la question. Mon interrogation, en fait, est partie et la suivante. Pourquoi parce que si on peut comprendre que les premiers hominidés aient mangé ce qu'ils trouvaient, d'ailleurs on est beaucoup revenu sur l'idée de l'homme chasseur. Aujourd'hui, les préhistoriens ont montré qu'au fond, les hominidés étaient des opportunistes et qu'ils mangeaient ce qu'ils trouvaient et que le cannibalisme était pratiqué depuis très très longtemps et notamment à cette époque. Donc la question c'est pourquoi l'humanité reste-t-elle carnivore au moment où elle peut changer de régime? Et au fond, en allant directement à la conclusion, mais j'ai essayé d'étayer mon propos, on peut se dire que, étant donné d'autres institutions qui ont fait en sorte que les animaux donc soient rangés parmi les choses, depuis le droit romain, ça n'a pas bougé, on peut penser aujourd'hui que le fait de maintenir une alimentation hyper carnée pour un nombre de plus en plus important d'humains n'est pas tellement motivé par le goût de la viande, mais serait plutôt motivé par le fait de mettre à mort les animaux, et donc de manière très répétée, puisque plus on est nombreux, plus on mange de viande, plus on en tue, et que ce geste est une façon d'asseoir, de réaffirmer tous les jours par la mendication du cadavre, c'est-à-dire on ne peut pas aller au-delà de la négation de l'autre que de le tuer pour le manger et le transformer en excrément, et qu'il y a là quelque chose qui réaffirme tous les jours une supériorité qui s'exprime de façon particulièrement violente par le fait de mettre à mort pour manger. Voilà, j'espère en peu de temps avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors merci beaucoup à nos intervenants et au public pour ces questions qui étaient toujours pertinentes et qui nous ont permis, je crois, vraiment de réfléchir. Alors, il est temps d'interrompre nos travaux, de mettre fin à cette conférence, puisque c'est 16h30. Voilà, donc à nouveau des remerciements très chaleureux. Et j'espère que pour les préparationnaires, tout ceci sera utile pour les concours et puis ultérieurement dans l'existence de citoyens. Voilà. Merci à tous.